Donc, je vais commencer par une petite présentation déjà en ce qui me concerne. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je vous parle du marché américain et puis je vais vous parler rapidement d'AOC. Et on va basculer très rapidement dans le vif du sujet parce qu'on a 45 minutes et beaucoup de choses à dire. Donc en ce qui me concerne, j'ai une formation technique à la base, agro-œnologue, comme la plupart de mes collègues AOC Conseil. Et dans ma carrière, j'ai fait surtout de la commercialisation et du marketing, beaucoup au Royaume-Uni. Et j'ai pu beaucoup voyager sur le marché américain lorsque j'ai travaillé pour une maison à Châteauneuf-du-Pape. Le marché américain a été notre premier marché. Donc, j'y allais en moyenne, j'y étais en moyenne 2 mois par an, 2 mois complets. Je faisais des tournées d'1 mois. Et donc, je fais partie d'un réseau AOC Conseil que pas mal d'entre vous connaissent. Donc, nous sommes des consultants, un petit peu comme moi, des moutons à 5 pattes, avec plutôt une formation de base technique qui permet de comprendre le produit et les contraintes de la production vitivinicole, et qui avons fait dans notre parcours professionnel plutôt du commerce et du marketing, qui permet d'avoir une vision assez 360 de l'entreprise viticole et de la filière, et chacun avec un ancrage sur une région, ce qui nous permet d'être aux côtés des opérateurs de la production, des maisons de négoce, des petites caves particulières comme des très grosses, des caves coopératives, etc. Alors aujourd'hui, je vais faire une partie introductive de rappel sur le marché américain, parce qu'il a quand même vraiment ses particularismes. Alors certains d'entre vous, du coup, ça va être complètement de la redite, mais c'est un marché qui vraiment a un fonctionnement à part de tous les autres marchés export, et c'est quand même bien de se rappeler ça pour voir quels enjeux, du coup, quelles conséquences ça peut avoir en matière de stratégie export, et aussi pour vos partenaires sur le terrain. Ensuite, on fera un focus, en effet, sur cette nouvelle taxe Trump, dans quelle mesure elle peut impacter vos ventes et qui elle affecte le plus. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre importateur? Est-ce que c'est le consommateur final, etc. Des opportunités à saisir, et finalement, ça va être surtout là-dessus qu'on va s'attarder. Et puis, questions-réponses à une quinzaine de minutes. Donc, ce marché américain, comme je disais, alors, j'ai commencé par quelques citations d'un livre qui n'est pas, c'est pas du roman à l'eau de rose, mais je trouvais ça rigolo de faire un petit clin d'œil avec quelques citations extraites du livre de Donald Trump lui-même. C'est un vieux livre qui date des années 80 et qui a été un best-seller. My style of deal making is quite simple and straightforward. I aim very high and then I'll just keep pushing and pushing and pushing to get what I'm after. Donc la plupart d'entre vous, si vous êtes à ce webinaire, vous comprenez bien l'anglais. Mais l'idée, c'est que il fait de la négociation un peu bulldozer. Et je trouvais ça assez rigolo de vous mettre cette citation parce que j'ai un ami qui a sa société d'importation aux États-Unis, au Texas, qui est français, qui a créé sa boîte là-bas. Et il me disait, la négociation à la Trump, c'est par exemple, il va venir vous voir, il va vous dire, Marion, donne-moi ton ongle. Et là, je vais le regarder, je vais lui dire, mais qu'est-ce qu'il me demande? N'importe quoi. Il va revenir 5 minutes après, il va me dire, il va venir avec une tronçonneuse, donne-moi ton bras. Ah non, non, mais je te donne mon ongle. Hein. Non, non, pas de problème. Hein. Et c'est un petit peu ça. Caricature, mais si même des opérateurs sur le marché disent ça, c'est-à-dire qu'il va jouer l'effet du coup d'annonce et pour qu'au final, on se dise, bon, on s'en sort pas trop mal, même si au début, on n'a rien compris. Deuxième petite citation. The point is that if you are a little different or a little outrageous, or if you do things that are bold or controversial, the press is going to write about you. Donc là, il parle que le fait que voilà, il fait des gros coups d'annonce et ça fait parler de vous, bien évidemment, et ça a été le cas sur cette taxe
cette menace de taxes à 200%, mais pas que pour ça. Donc, ce livre qui est quand même plus de années 80, donc il a une trentaine d'années. Hein. Et une troisième et dernière, The worst of times often create the best opportunities to make good deals. Donc, les pires moments peuvent potentiellement permettre de faire les meilleurs deals, les meilleures affaires. Bon, on va peut-être retenir celle-là et essayer de voir dans ces temps difficiles quelles opportunités on peut trouver sur les marchés. Je ne sais pas si je vous ai donné envie de lire le livre. Voilà. Mais moi, je me suis arrêtée au début. Je n'ai pas réussi à le lire en entier, mais j'ai recueilli quelques citations. Alors, le challenge du marché américain, eh ben, j'aime bien le représenter comme un entonnoir à l'envers. Et Dieu sait que j'ai eu beaucoup de mal à créer cette image avec l'IA parce que l'IA ne comprenait pas que je voulais mettre un entonnoir à l'envers où on verse des choses dedans et que forcément, ben, il y en a plein qui sortent. Donc, je m'y suis reprise, j'ai mis pas mal de temps. Mais l'idée, c'est que, voilà, le marché américain, ça ressemble un petit peu à ça. Vous avez un système des 3 tiers, 3-tier system, c'est ceux qui sont déjà présents sur le marché, qui est un héritage de la prohibition. L'idée, c'est de mettre pas mal d'intermédiaires pour, soi-disant, hein, sur le papier, préserver le consommateur et limiter l'accès direct à l'alcool. Mais du coup, ça veut dire que vous avez pas mal de barrières à l'entrée, ce qui peut être assez surprenant pour un pays qui est plutôt sur un mode de business très ouvert, etc. Et en plus, la difficulté, c'est que vous avez le plus faible nombre d'opérateurs en haut, à l'entrée, c'est-à-dire les importateurs. Vous en avez quelques centaines, dont 10 qui font la pluie et le beau temps, des gros. Ensuite, eux-mêmes revendent à des distributeurs. Ce ne sont pas les mêmes licences. Hein. Donc là, vous en avez quelques milliers de distributeurs qui vont souvent être plutôt spécialisés par État, par zone. Et ensuite, vous avez bien sûr des centaines de milliers de détaillants avec toutes les formes que ça peut revêtir, un petit peu comme en France. Hein. Vous avez de la restauration avec tout type de restauration, du caviste avec tout type de caviste. D'ailleurs, j'ai fait une petite étude de cas sur Total Wine. Voilà, donc en fait, ce qui est difficile, c'est de rentrer au début, parce que l'entonnoir, il est coincé. Il n'y a pas beaucoup d'opérateurs, et c'est un petit peu David contre Goliath. Souvent, vous êtes tout petit face à des gros opérateurs qui ont des très gros portefeuilles, et en plus, souvent, une grosse partie de leur chiffre qui est faite par les spiritueux. Donc ça, voilà. Quand on vous parle du système des 3 tiers, faut savoir qu'au-delà du système des 3 tiers, il faut savoir qu'il y a ce côté, le nombre d'opérateurs à chaque étage qui a aussi un impact sur vos opportunités de marché. J'ai repris les statistiques du marché ces dernières années, depuis 2019. Donc, vous avez ici en bleu le chiffre d'affaires réalisé pour les 20 Français exportés sur le marché américain. Et avec la petite étoile, là, je vous ai mis les volumes. Hein, il faut savoir que les Américains, ils comptent en cases et pas en bouteilles. Et ce sont des cases, des caisses de 12. Donc, faites très attention quand vous regardez des statistiques. Donc, c'est un chiffre qui, bon, bien sûr, il y a eu une remontée post-Covid, un petit peu à la peine en 2023, qui en 2024 était en croissance, en valeur et en volume, mais il y a eu, notamment au mois de décembre, beaucoup de commandes par rapport à la menace de taxe Trump. Donc, c'est un peu biaisé sur la fin d'année, tout comme c'est un peu biaisé sur le début d'année 2025 au niveau des chiffres, parce que même si on voit que de 2023 à 2024, il y a de la croissance, c'est quand même un marché qui est plus en souffrance que ce qui ne l'a été, par exemple, il y a 5 ou 10 ans, et avec aussi, là, un contexte de déconsommation, de changement de génération. J'ai discuté il y a 3 semaines avec un winemaker en Californie qui me disait que, voilà, il a divisé par 3 sa production. Alors, winemaker, là-bas, ils sont beaucoup sur un modèle de négoce, hein. Donc, il n'a pas eu à arracher des vignes, mais en matière de sourcing, il est sur un positionnement assez classique là-bas, c'est-à-dire très premium,
fait du vin américain qui est entre 30 et 90 $ la bouteille, prix rendu sur le marché particulier. Et donc, voilà, il a divisé par 3 sa production parce qu'il sent que la demande est un peu plus à la peine. Voilà, et les ventes. Je dois laisser rentrer quelqu'un, désolée. Je ne vais pas laisser quelqu'un à la porte. Voilà, hop, bienvenue Estelle. Alors, au niveau, pareil, pour avoir quelques repères chiffrés, qui sont les opérateurs. Alors, il faut savoir qu'en premier, il y a quand même ça, ce sont les opérateurs de vin d'importation. Donc, la France, en chiffre d'affaires, est toujours leader du marché. Et vous avez 3 pays, vraiment, qui sont très importants sur le marché: France, Italie, Nouvelle-Zélande. Les dynamiques seraient différentes si on regardait en volume. Vous avez des pays, notamment l'Espagne, le Chili, qui font beaucoup d'exportations en volume, beaucoup de vrac, etc. Mais il faut savoir que les Américains, ils boivent avant tout beaucoup de vin américain. Hein. Ça aussi, c'est quelque chose à savoir. Avec d'un côté des vins vraiment de très entrée de gamme, qui sont faits au centre de la Californie, et notamment le numéro 1 mondial Gallo, qui est sur ce type de vin et dont le head office est au centre de la Californie. Et d'un autre côté, des vins très haut de gamme. Exemple, la Napa Valley. Vous allez visiter une winery à la Napa Valley, il y a quasiment rien en dessous de 15 ou 20 $. Donc, c'est un marché vraiment à 2 vitesses. Quelques repères aussi en matière de circuit de distribution. On voit que il y a à peu près 60% des vins qui sont achetés en supermarché et équivalent, sachant qu'il c'est très variable. En fait, le marché américain, chaque État constitue un peu comme un pays et comme un marché en tant que tel. Il y a des dynamiques différentes, il y a des taxes différentes, des réglementations différentes. Il y a des franchise states aussi où la distribution d'alcool est très contrôlée. Mais en tout cas, si on regarde au niveau national, les hyper supermarchés, la grande distrib, c'est à peu près 60%. Vous avez la restauration qui représente près de un quart de l'activité. Et ensuite, vous avez les wine stores. On va voir qu'il y a beaucoup de chaînes de très grande taille. La restauration, par exemple, si on regardait sur la côte Est, à New York, c'est la restauration qui fait la pluie et le beau temps du marché du vin. Donc voilà, des dynamiques à l'intérieur de chaque État très différentes, mais on voit quand même que c'est un pays où la restauration est un levier très important. Alors ça c'est peu connu, mais il faut savoir que les États-Unis, donc c'est un pays qui historiquement boit plutôt de la bière, hein, tandis qu'en Europe, on est plutôt sur des pays qui historiquement buvaient du vin, le vin aliment. Et donc, finalement, ils se sont vraiment mis au vin, on va dire, dans les années 80 et 90. Hein. Il y a eu l'effet Parker, qui s'est mis à créer un système de notation, à faire connaître les vins, etc. Et du coup, il y a eu cet engouement pour les vins d'importation et la production chez eux de vins plutôt premium, inspirés souvent du modèle bordelais. Mais donc, il faut savoir que le vin aux États-Unis, c'est pas un produit de consommation courante. Hein. C'est très classique de voir dans des séries télévisées que la classe plutôt paupérisée boit de la bière et la classe aisée boit du vin. Donc, si on regarde, par exemple, sur le circuit de distribution caviste, pour une bouteille de vin rouge, elle est à peu près, elle est quasiment, le prix moyen de vente est quasiment le double de ce que c'est en France. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes positionnements tarifaires et les mêmes positionnements de gamme. Lorsqu'on dit en France que chez un caviste, le milieu de gamme et le cœur du marché qui tourne assez bien, ça va être entre, on va dire, 8 et 12 € TTC, les bouteilles qui se vendent bien. Aux États-Unis, pendant un certain temps, c'était de 10 à 15 $. C'est même en train de se déplacer entre 15 et 20. Le sweet spot, ils appellent ça. C'est là où on a un ratio qualité de vin et volume qui sortent avec des jolies rotations. Autre repère, sur ces fameux importateurs, c'est un marché ultra
concentré, comme je vous l'ai dit. Déjà, on a le numéro 1 mondial qui lui-même est la fusion de deux mastodontes. Donc, c'était Southern Wine and Spirits and Glaciers qui ont fusionné. Donc, vous avez un mastodonte qui fait à peu près 26 milliards de dollars. Et puis, loin derrière, vous avez d'autres qui sont malgré tout gros. RNDC, qui est très présent au Texas. Breakthrough. Et puis après, les autres qui se maintiennent, mais c'est un marché très difficile. En gros, c'est un petit peu the winner takes it all. C'est le gros qui rachète des plus petits. Voilà. Et que vous avez au début de ce goulot d'étranglement. Encore quelques repères sur ce marché qui est très différent du nôtre. Alors, Total Wine, j'aime bien le comparer. C'est un peu donc c'est la chaîne de cavistes la plus importante aux États-Unis. J'aime bien dire que c'est le Nicolas américain, sauf que les magasins sont de la taille d'un Décathlon. Donc, c'est le Nicolas Décathlon américain. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis des photos pour qu'on mesure la taille moyenne d'un Total Wine, c'est entre 3000 et 4000 mètres carrés. Donc, ce sont des rayons immenses avec énormément de références. Il y a même des espaces de salles de dégustation, des salles de cours. C'est souvent dans ces espaces commerciaux avec beaucoup de places de parking. Donc, on a peu d'éléments de comparaison en fait en France par rapport à ça. Donc, plus de 200 points de vente. C'est vraiment un modèle de magasin type entrepôt et c'est plus de 8000 références de vin. En France, un caviste classique, il est plutôt entre 400 et 800 références. Ça veut dire qu'ils en ont plus du double. Voilà. Donc, on n'est pas du tout dans le même. Il ne faut pas qu'on essaie de comparer le marché américain au marché français. Et il faut vraiment aller sur le marché pour le comprendre, tout ça. Cette taxe, alors j'ai fait des calculs qui sont toujours compliqués parce que, comme je vous ai dit, chaque État est différent. Donc les taxes fédérales ne vont pas être les mêmes. Et en plus, ça va aussi dépendre du prix départ du vin. Mais là, je vous ai modélisé pour un vin à 4 €, Ex-Works, qui part de Vaucher à 4 € à peu près. L'impact sur le rendu marché, avant la nouvelle taxe Trump, on se retrouvait à peu près chez un caviste entre 15 et 16 $. Aujourd'hui, on est plutôt entre 18 et 20, voilà, sur un ratio x4. Donc, ce n'est pas énorme en matière d'impact, mais dans une conjoncture où déjà la demande est à la baisse, c'est pas négligeable. Alors, j'avais quand même fait ces calculs avant l'annonce finale, quand il y avait la menace de 200 $. J'ai refait le calcul 5 fois parce que j'étais j'avais un syndrome d'hallucination et j'avais l'impression de faire des erreurs de calcul. On se retrouvait pour ce même vin qui était à 4 € prix départ à plus de 40 $ rendus dans un wine store, chez un caviste. Ce qui est surtout important de voir, c'est que finalement, qui paye ce surcoût, en fait, c'est surtout votre importateur. Donc, les droits de douane, c'est des taxes qui sont redevables quand un vin passe une frontière. Donc ça, déjà, il faut savoir que le premier qui est impacté, quoi qu'on dise, ce n'est pas vous, c'est votre importateur. Donc, c'est là qu'il faut vraiment bosser en confiance, en partenariat et vous dire qu'est-ce que je peux faire là pour aider mon importateur. Et après, bien sûr, il y a le consommateur final qui se retrouve avec des vins qui sont plus chers sur un pays où la scène, elle est mondiale. Ils ont accès aux vins du monde entier. J'avais interviewé mon ami Bertrand. Lui, avant que l'annonce soit faite que finalement la taxe n'était que de 20%, il avait un container qui allait arriver. Par prévention, on lui demandait d'avancer les droits de douane équivalents, un petit peu comme une sécurité, une garantie. On lui demandait d'avancer l'équivalent du double de la valeur du vin qu'il y avait dans son container. Donc, il a dit, pour le moment, quand ça arrive, je mets ça en entrepôt sous douane et j'attends de voir l'annonce. Voilà. Mais ce sont des gens comme lui qui sont les premiers et les plus impactés parce que le cash, il l'avait pas. On lui demandait l'équivalent de 700 000 $. Voilà. Avant même que le vin soit distribué sur le marché.
Voilà, bah, du coup, je relate un petit peu. Donc, janvier-février, en début d'année 2025, il y a eu un pic d'anticipation de commandes. Vite, vite, on va commander avant qu'il y ait cette potentielle taxe. Et puis, poum, mois de mars, tout à l'arrêt. Des conteneurs qui reviennent vides et puis des entrepôts qui se sont retrouvés saturés, notamment au New Jersey, hein, qui est un peu le hub où sont redistribués les vins sur toute la côte est, le centre. Stratégie d'adaptation, voilà, c'est ça que je voudrais vraiment qu'il soit le cœur de nos discussions aujourd'hui. Alors, d'une part, il y a l'aspect logistique, d'essayer de regrouper des expéditions pour remplir les conteneurs. Il y a des sociétés qui proposent ça. Le groupage LCL dans le jargon, Less Than Container Load. Je ne les ai pas listés parce que voilà, parce qu'il y en a plusieurs, mais je pense que c'est vraiment intéressant. Le marché du vin français, c'est une exception culturelle, je dirais presque. On a énormément d'opérateurs de petite taille. Donc, on a une production qui est très fragmentée. Donc, forcément, dès qu'on veut faire du grand export, les enjeux logistiques sont très importants et peuvent créer des surcoûts. Donc ça, essayez de voir, est-ce que c'est avec vos interlocuteurs, les syndicats sur place, etc. Mais il y a vraiment des choses à faire en matière de groupage. Et je suis toujours surprise et qui est, même avant cet axe Trump ou autre, qui a eu peu d'initiatives en la matière. Dans la même idée, essayez de négocier collectivement les tarifs avec les transporteurs. Vous pouvez négocier, parce que ce sont toutes des grosses sociétés qui font ce grand export. En négociant en collectif, vous pouvez vous retrouver à négocier jusqu'à moins 20% sur le tarif des transports. Commerce. On revient aux fondamentaux, en fait. On se focalise sur les États à fort pouvoir d'achat, parce que comme vous avez vu, quoi qu'on dise, vos vins deviennent plus chers pour le consommateur final. Et en gros, c'est simple, aux États-Unis, vous avez 5, à la rigueur 6, si on prend le New Jersey. 6 États qui font 80% du marché. Donc, en tout premier, c'est la Californie, avec une forte dynamique gastronomique, une forte culture vinicole, parce que il y a la Napa, c'est un État qui produit du vin, et avec en plus la Napa Valley qui est près de San Francisco, les Américains appellent ça le Disney des adultes. Enfin, tout Américain veut faire un week-end en amoureux, ils vont faire un week-end à la Napa Valley, visiter des wineries. Donc la Californie, vous avez New York, où là il y a une très belle clientèle internationale et une très belle restauration. Vous avez le Texas, voilà, on est pouvoir d'achat élevé. Souvent, c'est le oil money, c'est l'industrie du pétrole. Là, il y a beaucoup de chaînes de cavistes et une restauration plutôt sur le style des steakhouse, plutôt sur les vins rouges, les vins charpentés. La Floride, donc là, balnéaire, avec une clientèle, il y a beaucoup de retraités, avec un fort pouvoir d'achat. En raison du climat, une forte demande pour les vins rosés. L'Illinois, donc là, c'est Chicago. Donc qui est sur, je dirais, un modèle intermédiaire par rapport aux États précédents, et le New Jersey, qui est où il y a une consommation élevée avec la proximité par rapport à New York. Travailler le marché en profondeur, là aussi, sont les fondamentaux du commerce, c'est-à-dire que connaître, enfin, si vous travaillez le Texas, c'est pas pareil que travailler la Floride. Même si vous pouvez parfois avoir un importateur national, lui-même peut travailler avec des distributeurs spécialisés par zone, et c'est mieux parce que chaque État est un pays, un marché en tant que tel. N'hésitez pas à être en soutien pour vos distributeurs, notamment des salons régionaux, le Texom, le New York Wine Experience. Il y en a énormément. Des dégustations, des staff training pour les équipes de vente. Et essayer de fidéliser, en fait, d'aller au-delà d'un discours purement sur le prix et sur la technique. Essayez je suis désolée, j'aurais dû la revoir, là, je n'ai même pas tes textes. Essayez de travailler sur des contrats longs
avec vos importateurs, c'est-à-dire, OK, on est partenaire, mais on s'engage un peu plus des deux côtés. Et cette difficulté, il y en aura d'autres, ben on va la traverser ensemble. Voilà, par exemple, intégrer une clause take or pay avec un engagement de volume avec vos opérateurs sur le marché. Au niveau du marketing, optimisez vos gammes. C'est vrai que souvent, on a tendance à créer des nouvelles cuvées, mais sans jamais en supprimer d'autres. Et donc, on a des sortes de cuvées dilemme. Peut-être qu'une crise et un challenge commercial comme celui-là sur un marché qui est stratégique, c'est peut-être le moment de re-regarder toutes ces gammes et de dire tous les dilemmes et toutes les cuvées et les formats et les types de vins qui sont pas rentables, on les supprime. Ça me fait penser, quand j'ai discuté avec Bertrand Leliette, l'importateur, il disait cette crise aussi, elle montre combien on est dépendant du marché américain. C'est un superbe marché. Honnêtement, moi, quand j'y allais, c'était peut-être le pays où j'aimais le plus aller. Un dynamisme, etc. Les vins français véhiculent tout un univers, etc. Mais on a eu la chance d'avoir ce très beau marché qualitatif et où en plus il y avait des volumes de par sa taille, mais on a créé une surdépendance. Donc, et d'ailleurs, j'y viens après sur les stratégies de diversification. En matière de marketing, là aussi, c'est pas dû directement au marché américain, mais c'est peut-être le moment de se dire bon, ben là, je me penche vraiment sur le sujet d'alléger mes packaging pour réduire les coûts logistiques. Alors là, c'est pas vous que ça va aider, parce que c'est pas vous qui payez le transport, mais là, vous allez aider votre importateur. Voilà. Donc, ce sujet dont on parle depuis longtemps pour questions environnementales, etc., peut-être c'est le moment d'y aller pour de vrai et d'aider votre importateur sur place ou vos importateurs. Marketing, le storytelling. C'est vrai que je ne suis pas à prôner des influenceurs à tout va, etc. Ce qui est sûr, c'est que les ambassadeurs, que ce soit influenceurs ou même des personnes qui ont une petite notoriété, des sommeliers ou des grands amateurs de vin, ont un énorme impact sur le marché américain. Je pense que vous avez tous entendu parler du film Sideways, où il y a un gars qui dit qu'il n'aime pas le merlot, il aime le pinot. Ça a créé une explosion de la demande pour le pinot sur tout le marché américain. Donc, ils sont beaucoup sur… en fait, ils écoutent beaucoup ce qu'on dit et ce qui va être recommandé. Donc, là, par exemple, il y avait une campagne faite par le comité du CAVA qui a très bien fonctionné. Pourtant, ce vin effervescent qui est à la peine par rapport au Prosecco, il y a eu des retombées colossales. Donc, vous, à taille d'un domaine, travailler avec un influenceur, c'est peut-être ambitieux. Mais par exemple, les stratégies collectives, ou alors travailler avec, je veux dire, vos clients sont vos ambassadeurs déjà. Donc, les nourrir, leur donner des outils pour qu'eux-mêmes deviennent des ambassadeurs à leur échelle. Le regroupement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à réinventer. Moi, je suis un pur produit de la coopération viticole du Languedoc. Je suis née dans l'Hérault. Et le modèle de la coopération était une excellente idée à la base, mais il faut le réinventer. Donc là, par exemple, sur les opérations commerciales et marketing, alors vous avez vos syndicats, les interpros, mais il y a encore peut-être des choses plus loin à réinventer. Mais là, tout récemment, c'est un exemple du comité interprofessionnel des vins de Bordeaux, avec leur nouvelle communication Join the Bordeaux Crew à New York, qui avait fait des campagnes d'affichage. Voilà. Sur un marché aussi grand, vous ne pouvez pas y aller tout seul sur des stratégies commerciales et marketing vraiment efficaces. Donc, il faut jouer le collectif. La piste du vin en vrac et des private labels, alors là, je sais que il y en a certains qui ça va faire grincer des dents, donc ce n'est pas vrai pour tout le monde. Mais si vous avez des structures qui ont des volumes, par exemple sur des rosés en Provence, sachez qu'il y a des opérateurs sur le marché spécialisés pour vous faire de l'étiquetage, etc. Et aussi faire des étiquettes distributeurs. Le marché est très demandeur de ça parce que comme ils sont tous sur un même pays mais avec des dynamiques différentes, celui du Texas, il aime bien pas avoir la même étiquette que celui qui est en Floride, etc. Parce que maintenant sur Internet,
même si c'est dans un autre état à l'autre bout du pays, les prix et les infos, elles sont visibles partout. Donc, ne négligez pas l'enjeu des private labels parce qu'en plus, vous fidélisez quand vous faites une étiquette distributeur. Donc, il y a peut-être des cartes à jouer là-dessus. Et enfin, la diversification. Je vous ai dit combien on était dépendant de ce marché américain. On a eu la chance d'avoir ce marché. On l'aura encore. Hein. C'est un très beau marché. Mais peut-être que du coup, on n'a pas assez travaillé d'autres pistes. Donc, j'ai fait une sorte de mapping d'opportunités. Le Canada, qu'on connaît bien. Alors, c'est un marché avec des monopoles d'État, sauf l'Alberta. Il faut savoir que là, on a des accords de libre-échange avec l'Europe. Donc, les taxes douanières, ils sont nuls depuis 2017. Donc, le gros du marché, ça va être le Québec, l'Ontario sur la côte est et la Colombie-Britannique sur la côte ouest. Vu que ce sont des monopoles, il faut passer par un agent. Mais donc, ça peut prendre du temps, mais c'est un très, très beau marché avec une vraie premiumisation des vins. Le Mexique, il y a aussi il y a des accords douaniers qui ont été mis en place. Donc, il y a une réduction progressive des droits de douane sur les vins. Pareil, ce sont des pays, a priori, quand on débute à l'export, on ne pense pas du tout au Mexique. Et c'est peut-être le moment de s'y pencher. Pareil, ça prend du temps, hein, parce que ne serait-ce que du point de vue réglementaire, avoir les bons documents, etc., trouver le bon interlocuteur sur place, qui souvent, sur des pays émergents, ils ne sont pas spécialisés vins, ils ne sont pas très connaisseurs. Donc, on a un petit peu des incompréhensions, mais c'est peut-être le moment d'y aller pour avoir des perspectives d'un volant d'affaires significatif d'ici 2 à 3 ans. L'Amérique du Sud, il y a le Brésil, où certains d'entre vous exportent probablement déjà. Alors, les taxes sont élevées sur le Brésil, c'est vrai. Mais c'est un marché sur de l'ultra premium pour le vin. Et le Chili, il y a peu d'opérateurs qui sont présents. Donc, et il y a des négociations en cours en matière de droits de douane. Le Japon, très bon marché, très nature, très connaisseur, très gastronome, très admiratif de la culture gastronomique et vinicole française. Si vous y êtes déjà, allez-y 2 fois plus, travaillez-le 2 fois plus. Si vous n'y êtes pas encore, allez à la découverte de ce marché parce qu'il y a des très beaux opérateurs. C'est un superbe marché du vin et il y a une suppression progressive il y a des accords de libre-échange sur le Japon. La Corée du Sud, pareil, qui est aussi un marché assez mature, assez connaisseur du vin, un petit peu moins que le Japon. Il y a aussi des accords de libre-échange, donc qui sont voilà. Et c'est une clientèle très jeune. C'est ce qui est vraiment assez fascinant sur la Corée du Sud. Le vin a cette image très glamour, très à la mode, etc. Les pays scandinaves, rien de nouveau là. Ce sont des monopoles. Ils sont très ouverts à tous les styles de packaging. Là, je vous ai fait une impression d'écran du système Bolaget en Suède. Ils prennent de la canette, du bib, du pouch, de la bouteille, de la capsule à vis. Ils sont très demandeurs de bib. Donc là, c'est plutôt pour les structures qui ont des volumes. Ce sont des appels d'offres. Donc, ça peut mettre du temps à avoir déjà le bon appel d'offres pour lesquels on a quelque chose à proposer en face, et après de passer le cap de ce filtre de sélection des appels d'offres. Mais vous avez aussi possibilité de travailler avec des petits importateurs de niche qui font ce qu'on appelle de l'importation privée, qui vont être sur des sélections un peu plus de niche, avec des vins un peu plus atypiques. Donc, ne négligez pas, ne vous découragez pas du marché scandinave parce que vous avez raté 2 appels d'offres, par exemple. J'ai remis 2 fois la même chose. Oui, pardon. Et l'Afrique. L'Afrique, pardon, je modifierai avant de vous l'envoyer. Donc, l'Afrique, alors complexe, parce qu'il y a peu d'opérateurs. Si vous vous lancez sur l'Afrique, trouvez un partenaire de confiance. Souvent, ça va être un agent. Miser sur les segments premium parce que c'est un marché à 2 vitesses. Il y a soit des vins très bas de gamme, souvent ce sont des mous qui sont expédiés là-bas, qui sont mélangés avec de l'eau, soit c'est buveurs d'étiquettes.
Mais les maisons que je connais qui se sont mises sur l'Afrique, alors ça a mis du temps, parce qu'aussi au niveau réglementaire, juridique, etc., c'est très, très compliqué. Aujourd'hui, ils sont très contents d'y être. Il y a un vrai dynamisme, une clientèle très jeune. Donc, mais il vous faut le bon partenaire de confiance, un petit peu comme la Chine, je dirais, il y a 15 ou 20 ans. Il faut le partenaire de confiance, un peu biculturel, qui connaît bien les particularismes des deux côtés. Je termine pour vous laisser de la place aux questions par une autre citation, mais de Roosevelt, cette fois-ci. Je vais pas vous rajouter une citation de Trump. Believe you can and you're halfway there. Voilà, donc préservez vos prix de vente. Le but, c'est pas de baisser vos prix export. Travaillez beaucoup le storytelling. Dieu sait que le storytelling est un petit peu mis à toutes les sauces et mal utilisé. En gros, de dire on est 5 générations de vignerons, on a un superbe terroir, pour moi, c'est pas ça du storytelling. Il faut aller beaucoup plus loin, il faut cultiver son identité, son particulier, tous ces particularismes, sa singularité. Travailler beaucoup le visuel, on retiendra toujours beaucoup plus un visuel qu'un nom de domaine ou une cuvée, encore plus quand on n'est pas natif de la langue française. Et on retiendra encore plus une histoire et une émotion. Ça, c'est certain. Essayer de réduire les coûts logistiques, donc là, des stratégies collectives, et travailler voilà, sur tous les aspects durabilité, vos atouts, le terroir, la qualité de vos vins, mais vraiment, l'idée, c'est pas de baisser vos prix export, c'est de travailler en partenariat avec vos opérateurs sur place, parce que ce sont eux qui payent le prix fort de cette taxe, principalement. J'ai trop parlé. Place aux questions. N'hésitez pas, on n'est pas nombreux, donc activer les micros, c'est plus sympathique que de le faire en mode chat. Je crois que je vais avoir une question. Mmh. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Pierre-André Michel, Société Vino Tracker. C'est une adresse Google d'adolescent qui s'est connecté par défaut sur le chat. Donc, désolé pour cette fausse usurpation d'identité. Vous avez mentionné assez tôt dans votre présentation, déjà merci beaucoup, hein, j'ai vraiment aimé. Vous parliez d'approche en ex-works. Par rapport à la logistique pour de l'exportation américaine. Et ce que je me demandais, c'était est-ce que dans la pratique métier, donc vous par rapport à l'approche que vous avez de la chose, est-ce que la pratique montre qu'il y a des incoterms qui peuvent être privilégiés pour mitiger ou en tout cas partager l'impact négatif des politiques douanières ou des barrières à l'entrée, logistiques, normatives, etc. Oui, excellente question. Parce que la pratique d'un métier du vin, c'est de faire du ex-work, sauf que ce n'est pas du tout l'idéal. Mais on a été habitué comme ça, et donc un importateur qui vient par exemple sur Wine Paris, sa clé de lecture, c'est un ex-work, c'est un prix tout nu. Voilà, le vin sorti du chai. Et c'est comme ça qu'il fait ses calculs. Et moi, si je rajoute mon transport et mes taxes et mes intermédiaires, blablabla. Donc, on a été habitué comme ça. Donc, d'avoir un export, c'est quelque part un avantage compétitif parce que le prix affiché est finalement le plus bas qu'on puisse donner. Mais dans les faits, déjà, ce n'est pas celui qui vous protège le mieux. Moi, je conseille, notez-le sur vos factures, de mettre ex-works out of customs formalities. C'est juste une petite phrase, out of customs formalities, qui vous couvre si jamais votre intermédiaire, votre représentant en douane, il ne fait pas ce qu'il faut au niveau des papiers. Ça vous couvre un petit peu. Parce qu'en gros, vous déléguez tout. Et pour peu que vous ayez un intermédiaire qui ne fasse pas bien, qui ne communique pas bien les papiers, tout ça, vous pouviez vous retrouver dans une situation où on n'a aucune preuve que les vins ont passé une frontière et que vous soyez redevable de droits d'assises en France, etc. Ça, c'est un petit aparté. Mais donc, la pratique commune, c'est vrai, c'est du ex-works. Mais alors, il y a quelques opérateurs, mais ce sont les très gros, type Gérard Bertrand, qui ont créé, c'est très malin, qui ont créé leur structure d'importation. Donc, c'est-à-dire que Gérard Bertrand, en France, vend à Gérard Bertrand, je crois que ça s'appelle LLC, Gérard Bertrand importateur aux États-Unis, basé à New York. Et c'est Gérard Bertrand importateur aux États-Unis qui vend à un distributeur là-bas. En l'occurrence, c'est Southern Glazers. Et ça, déjà, ça lui permet d'être hyper compétitif parce qu'il saute un intermédiaire. C'est à moyenne 30%, hein, l'intermédiaire importateur. Et en plus, du coup, il fait il est sur un autre incoterm. Il est sur du FOB.
Mais c'est parce qu'il fait son importation à lui-même. Donc, vous avez des grosses structures qui font ça, mais à réfléchir en collectif, parce qu'en effet, ce serait une piste à explorer, qui serait vraiment très avantageuse sur le marché américain. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, oui. Oui, en fait, surtout, je vois que c'est assez cohérent avec la pratique du LLC. Donc non, ok, c'est de la bonne info. Et à titre de curiosité, est-ce que il y a eu de la data qui aurait été collectée et ou analysée pour un petit peu essayer d'estimer l'impact qu'aurait du coup une évolution de politique douanière sur, je pense que de la valeur c'est compliqué à trouver, mais en tout cas de la data volume peut-être sur une intensité de flux d'échange ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas d'infos en la matière. On a des chiffres sur la première taxe Trump qui était juste avant le Covid, mais que je n'ai même pas mis dans mes slides parce que pour moi, elle n'est pas, c'est pas représentatif parce qu'on s'est pris un Covid derrière où la majorité des points de vente étaient, enfin, pas mal de canaux de distribution étaient fermés, donc il y a eu un report sur d'autres points de vente. Donc la baisse qui était de plus de 20%, hein, c'était assez conséquent. Est-ce que c'est la taxe ou surtout le Covid? Donc, je pense que c'est un peu prématuré pour avoir des études et des projections. Je pense que c'est plus des choses qu'on sera en mesure d'avoir en fin d'année. On aura déjà un premier récap sur, grosso modo, 6 mois avec la nouvelle taxe. Et en plus, la grosse différence avec la première taxe Trump, c'est que là, on était sur la fin du mandat de Trump. Là, on est parti pour tout le mandat avec la taxe. Donc, il y avait le directeur de Vinexposium qui disait, bon, oui, donc elle est partie pour durer cette taxe. Hein, la guerre commerciale, elle va durer. Mais pour ceux qui ne sont pas encore présents sur le marché américain, qui prévoient qui y entrent, s'ils arrivent à y entrer avec cette taxe, ça veut dire que tout est possible, quoi, parce qu'ils y entrent dans un contexte où c'est quand même assez difficile. Vos produits sont surenchéris de fait. Donc voilà. Ok, très bien, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Alors, et aussi pour relativiser, enfin, moi, ce que j'aimerais surtout, ce que je retiens de ça, c'est que c'est vos pauvres importateurs qui en prennent plein la figure, hein, pas que vous, et aussi de relativiser cet impact. En effet, on est là à se dire « Oh, finalement, il m'a pris que mon ongle, il ne m'a pas coupé le bras. » Mais que pour un Américain sur du vin d'importation, la différence entre, on va dire, on est à 15 $, on se retrouve à 18, c'est pas si énorme que ça. C'est surtout vos importateurs qui vont être affectés. Donc, c'est avec eux qu'il faut bosser, être en partenariat, en confiance à leur côté. Parce que, comme je vous dis, vous allez dans la Napa Valley, au Disney du vin, hein, où vous prenez le petit train qui va d'une winery à l'autre. Le premier blanc pas bon, ultra boisé, c'est minimum 15 $. Les Américains sont prêts à payer dans des wine clubs des abonnements mensuels de 100, 200, 300 $ par mois pour avoir des caisses de vin, plus des dégustations VIP. Nous, notre coffret de petits ballons à 30 ou 40 €, c'est rien du tout à côté. Donc, on a quand même une clientèle, sous réserve qu'on soit sur les bons marchés, les bons États, qui est prête à payer pour le vin. Par contre, j'en reviens aux fondamentaux du marketing. Du coup, ne leur vendez pas qu'un profil de dégustation. Vos vins, j'en suis certaine, ils sont tous très bons. Qu'un profil de dégustation et de la technique. Au contraire, vendez tout le reste. Tout le reste, votre singularité. Il n'y a rien qui fasse plus rêver les Américains que la France, quoi qu'on dise. Donc voilà, vendez votre histoire, ce qui vous fait singulier, ce qui vous rend singulier et tout ce qui est autour du produit. Je dis ça, je dis pas que c'est facile à faire, mais c'est vraiment, vraiment quelque chose c'est peut-être le marché qui est le plus demandeur de ça. S'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, je vous remercie pour votre attention. J'espère surtout que ça vous a donné l'envie, hein, marre de la morosité ambiante. Puis si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas, hein, vous avez mes coordonnées pour discuter un peu plus d'un point en détail. Voilà. En tout cas, merci à toutes et à
tous et je vous dis à bientôt. Merci.